Ok. Allez, on fait l'intro rapidement. Donc, Dita Molière, c'est une association qui a maintenant 5 ans, créée pour la communauté des utilisateurs de Dita. On a un certain nombre de personnes, donc un bureau qui est composé de 9 personnes maintenant. Euh, voilà, et on fonctionne avec des sponsors. Les sponsors qui sont... donc, il y a quelques changements encore à ce slide. Donc, WHP est devenu LanguageWire parce que maintenant, il n'y a plus de WHP. Donc, il n'y a plus que LanguageWire France. Donc, l'Université de Rennes. Componize, qui est pas là. Expleo, représenté par John. Fluid Topics, représenté par Gaspard. Amexio, représenté par Nicolas. Comme on peut le voir, donc il y en a un qui a disparu, c'est Madcap Software, qui pour l'instant n'est plus sponsor de l'association. Ils le reviendront peut-être. Et il y a trois sociétés ou 3 entités qui devraient nous rejoindre en tant que sponsor. On devrait avoir bientôt comme sponsor l'Université Paris Diderot, qui va nous rejoindre, et deux industriels, entre guillemets, RWS, qui est un éditeur de CMS, et 4D Concept, qui est aussi un éditeur de CMS dans le domaine d'ITA. Donc, ils devraient nous rejoindre bientôt. On va compléter ce slide. Donc, c'est important pour nous, les sponsors, c'est extrêmement important parce qu'ils nous permettent de vivre et de pouvoir fournir ces activités. Donc, les événements à venir. Donc, au-delà du webinaire d'aujourd'hui, donc on va prendre 2 mois de congé pour nous reposer et nous remettre en pleine forme. Et on va se retrouver le 18 septembre pour un webinaire « Construire une stratégie de gestion de contenu ». Donc, celle-là qui aura lieu le 18 septembre, c'est un jeudi, je crois. C'est un jeudi à 17h. Et en octobre, on aura un webinaire sur les revues de contenu. En attendant, on aura le 25 septembre Dita en terrasse à Rennes. Donc, pour les gens qui sont sur Rennes, ou ceux qui veulent venir à Rennes à cette occasion-là, on va se retrouver à l'université et puis on prendra un repas tous ensemble avec tous les membres de l'association ou les sympathisants qui sont présents à cette période-là. Et donc, je rappelle, fin janvier 2026, on devrait avoir une prochaine conférence à Paris qui est en train de se mettre en place. Plus d'informations, bien sûr, dans la deuxième partie de l'année. Et puis, un certain nombre d'articles déjà sur notre site ditamolière.org qui viennent un petit peu régulièrement. Et puis, comme on travaille avec les universités, il y a des articles aussi en anglais qui sont traduits en français qui vont être publiés sur notre site. Donc, restez connectés sur notre site. Voilà, il y aura plus d'informations de ce côté. Voilà, c'était tout sur les événements. Donc, bien, écoutez, je vais passer la parole à Gaspard, qui va nous présenter plus en détail IRDS, qu'on voit apparaître dans les conférences depuis quelque temps. Qui est un sujet peut-être inconnu pour beaucoup de gens ou avec beaucoup d'interrogations. Et donc, on attend que Gaspard nous réponde à toutes ces questions-là. Voilà, Gaspard, Alors, à toi. c'est à moi. Ok. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais. Formidable. Donc, écoutez, tout d'abord, merci de votre présence. Et puis, effectivement, c'est l'occasion de parler de IRDS, qui est un sujet très intéressant, pas forcément simple d'accès. Et du coup, dans le cadre du Dita Molière, je trouvais que c'était intéressant de pouvoir introduire ce sujet, puisque notamment, il y a des choses qui relèvent aussi d'une implémentation avec Dita. Donc, du coup, c'est une bonne opportunité. J'espère que je ne serai pas trop barbant. J'espère aussi que je ne serai pas trop généraliste. En tout cas, le sujet est ouvert. Alors, du coup, rapidement, le plan est bien plus composé de points que ces 4-là, mais c'est les 4 principales sections
Durant cette présentation, je vais d'abord prendre un petit peu de temps sur la définition et les attendus de IRDS, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, comment ça travaille. Ensuite, je vais un petit peu plus aller dans le détail sur les différentes classes au niveau de la métadonnée et la définition de la métadonnée dans IRDS. Il y aura une partie spécifique du coup à IRDS et DITA, comment ça travaille ensemble, comment on peut réfléchir en termes de stratégie de métadonnées. Et puis je conclurai avec du coup des points principaux, une forme de récapitulatif. OK? Alors juste un préliminaire. IRDS, c'est quelque chose qui existe déjà depuis un certain nombre d'années, je vais le présenter. Mais moi, mon expérience, c'est pas forcément celle qu'auraient des taxonomistes ou des spécialistes des ontologies. Mon entrée, certains la connaissent déjà, c'est que je travaille effectivement comme ingénieur pre-sale. J'ai une relation à la métadonnée qui s'applique dans le delivery, c'est-à-dire dans un portail destiné à publier et à rendre accessible de la documentation technique. Donc ma relation à la métadonnée, elle peut être plus ou moins élaborée, c'est vrai, mais jusque-là, on est plutôt dans une logique qui est de taxonomie éventuellement, alors qu'avec IRDS, vous allez voir qu'on a une dimension supplémentaire qui est celle de la relation entre les métadonnées. Et comment je suis rentré du coup dans ce sujet, c'est dans le cadre d'avant-vente, j'ai eu l'occasion de travailler sur un connecteur que j'ai développé, un connecteur IRDS, pour pouvoir gérer ça, notamment dans Flutopics. Alors, du coup, la prestation que je vais vous faire, elle va s'appuyer sur des recherches que j'ai faites, mais aussi sur, moi, ma compréhension. OK? L'historique. Alors, eh bien, IRDS, l'acronyme, c'est Intelligent Information Request and Delivery Standard. Fondamentalement, IRDS est un schéma de métadonnées standardisé. C'est un standard pour la livraison d'informations techniques, telles que des instructions, des manuels d'utilisateurs qui sont du coup livrables sous forme digitale. C'est open source. Ça a été développé en 2016 par un groupe d'experts sous l'égide de TECOM. TECOM, qui est cette organisation euh, basée en Allemagne, mais plutôt à dimension internationale, une association professionnelle, et avec du coup un comité qui est le consortium IRDS, qui depuis 2018 travaille sur l'évolution, le développement de ce standard, et qui rassemble des acteurs de différents domaines, notamment du domaine de l'industrie lourde, de la machinerie, mais aussi du logiciel. Alors, le standard IRDS, c'est un format d'échange. C'est un format d'échange basé sur un schéma de métadonnées. On pourrait dire, c'est de la métadonnée, simplement. Mais la particularité, c'est que ce sont du coup des tags de métadonnées qui sont connectés entre eux, qui créent des relations. Et on peut dériver du sens de ces connexions. Euh, Par exemple, typiquement, on peut du coup, grâce à IRDS, unifier ce que différents individus qualifieraient de manière différente pour un même objet. En anglais, si je prends le terme engine ou motor, on parle de la même chose dans la réalité, et IRDS va favoriser l'échange avec un tag de métadonnées pour parler de cette chose-là, pour le moteur, et du coup avoir une compréhension commune. Le moteur, quel est ce composant de ce moteur, quelle est la fonctionnalité de ce composant. On connecte donc de la donnée produit, on donne du contexte dans la structure de contenu et on permet du coup d'identifier une information en temps utile et par rapport aussi à une définition communément admise. Un autre exemple, c'est typiquement, on a un guide d'utilisateur de 2000 pages pour un agent technique qui travaille sur une excavatrice, une grosse machine, et 2000 pages à lire pour trouver son entrée. Il y a un code d'erreur qui est donné. Il faut résoudre le problème. On a le code d'entrée qui est notre entrée. Au lieu de lire du début jusqu'à la fin ou de passer par une table des contenus, on va du coup avoir un point d'entrée qui sera celui offert par le code d'erreur. Et donc, on va avoir une procédure précise pour un composant qui est à remplacer, mais aussi avec des messages d'alerte qui sont requis ou même des préliminaires sur l'outillage requis ou les étapes à respecter. Donc là, du coup, avec IRDS, on est vraiment dans une logique qui, effectivement, s'applique bien à certains domaines, notamment le field service, à intervention sur site, avec une vision, du coup, qui est tournée vers l'utilisateur, moins peut-être centrée sur le document. Alors, pourquoi utiliser un standard d'information intelligent? J'ai déjà donné des pistes, hein, le field service avec l'intervention sur site, où on essaye du coup de se débarrasser de ces longs manuels qui peuvent être extrêmement imposants, mais aussi parce qu'il faut gérer la complexité. On a des produits qui deviennent de plus en plus complexes avec des composants qui sont produits par des industriels différents, donc il faut essayer finalement de regrouper, d'unifier tout ça. On a aussi la problématique de la gestion d'informations au sein de l'entreprise avec des silos d'informations qui sont extrêmement hétérogènes. Comment, du coup, une équipe de tech writers, de rédacteurs va pouvoir travailler sur une mise en cohérence de ces informations. On a aussi
la gestion du cycle de vie, un cycle de vie complet d'un produit, hein, maintenance, retrait, décommissioning, installation, différentes phases et qu'il faut pouvoir du coup gérer. Et puis il y a un besoin, il y a un réel besoin aussi qui est d'accéder à une information, une documentation granulaire. Et RDS permet de produire effectivement une information, d'accéder à une information à un niveau extrêmement fin. On va jusqu'au niveau du fragment. Alors, outre cela, on pourrait se dire, bah, fondamentalement, moi, dans mon entreprise ou dans mes projets, j'ai une stratégie de métadonnées déjà implémentée, qui est solide, et j'ai implémenté ça, ça marche. Je ne vois pas forcément la plus-value d'IRDS. Alors, ça dépend, effectivement, peut-être déjà des domaines, mais il faut vraiment penser que RDS, vous allez voir, ce n'est pas qu'une liste de tags de métadonnées, c'est vraiment la notion des relations qui permettent de faire une classification intelligente et du coup qui est non plus dans une hiérarchie du haut vers le bas, non plus descendante, mais qui peut être beaucoup plus complexe. Et du coup, parmi effectivement les acteurs, IRDS va s'adresser effectivement de façon assez, comment dire, naturelle, et c'est pas pour rien que IRDS, le consortium, soit au départ et beaucoup encore aujourd'hui développé et promu par notamment des acteurs germanophones hein, en Allemagne, parce qu'il y a une grosse industrie en Allemagne hein, avec des élévateurs, des excavatrices, du matériel très lourd. Il y a une grosse industrie effectivement en Allemagne pour ça. Il y a un besoin donc des écosystèmes techniques complexes avec des gros volumes de contenu d'aide utilisateur à gérer dans le domaine de l'automobile, l'aérospatiale, ça fait sens aussi dans le domaine du médical ou même des logiciels et de la haute technologie. Néanmoins, en face, si on n'a pas forcément de besoin de granularité, de modularité, ou si on n'a pas un besoin sur du content reuse, de la réutilisation, si on fait juste des simples FAQ ou selon le type de contenu qu'on a, ça n'est pas forcément pertinent de se pencher sur IRDS. Alors avant même de rentrer un petit peu plus dans le détail sur la métadonnée dans IRDS, de montrer les différentes classes, comment elles fonctionnent, donner un aperçu, je veux juste réintroduire quelques concepts qui sans doute vous seront évidents, mais qui sont importants pour bien du coup situer le contexte et des notions clés pour IRDS, notamment le web sémantique. Le web sémantique, avec cette citation de Tim Berners-Lee qui dit: le web sémantique, c'est une extension du web actuel, au sein duquel l'information se voit dotée d'un sens bien défini, permettant ainsi aux ordinateurs et aux personnes de mieux travailler en coopération. Ce qui est intéressant là, c'est la notion de relation entre les ordinateurs et les personnes. Et effectivement, avec IRDS, on est dans quelque chose qui est difficilement lisible de prime abord, et même en termes d'interaction, on ne peut pas passer outre un moment un système qui va analyser, gérer cette information, justement pour gérer toutes ces relations. Ça peut être assez complexe, ça peut vite devenir un sac de nœuds. Donc je trouvais ça important par rapport au web sémantique. Autre notion, les triplés. Alors, les triplés, typiquement par rapport au web sémantique, c'est un large réseau de triplés. Alors, un triplet, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple ce qu'on voit ici, subject, predicate, object. Donc, on a un sujet, on a un objet, et entre les deux, il y a une relation. Donc, par exemple, la machine a le composant moteur, et le sujet, c'est la machine, l'objet, c'est le moteur, et la relation, le prédicat, moi je parle de relation, c'est as component. Et donc, on a une structure assez basique, mais on peut construire de multiples applications sémantiques. Typiquement, là, on voit quelque chose d'un petit peu plus élaboré au niveau des triplets, où on voit qu'on a un employé qui est un sujet principal, mais le sujet, il parle un langage, il possède ou utilise un certain type de système d'exploitation, il programme un certain langage de programmation, il y a aussi des propriétés telles que l'âge ou le salaire. Donc, on se rend compte qu'on peut créer plein de relations. Et après, du coup, on peut aussi, du coup, dans ces sphères-là d'information et de sujets, on peut relier les informations entre elles. Autre notion importante à saisir, c'est le RDF. Alors, le RDF, c'est juste un format de données, comme XML ou du DocXS, c'est le langage du web sémantique. C'est utilisé pour web sémantique, c'est d'ailleurs un standard W3C, et qui notamment utilise des triplets. Et ça, c'est important, puisque IRDS s'appuie sur du RDF. Vous allez le voir après. Notion de taxonomie un peu évidente. Taxonomie, ça sert du coup à structurer, classifier des objets, des concepts, des organismes de manière hiérarchique en créant des groupes basés sur des caractéristiques. Un schéma d'organisation, par exemple, là on voit qu'il se présente de gauche à droite et allant du plus général au plus spécifique. Si on prend cet autre exemple, on voit finalement on a le monde et après on a des continents et des pays selon les continents. Petite subtilité, l'ontologie. Alors l'ontologie, à la différence de la taxonomie, eh bien, c'est qu'elle elle va produire des relations entre les sujets et les objets. Donc finalement, elle a une structure qui peut ressembler à une taxonomie, mais après, on va du coup créer des relations. Et là, c'est assez simple dans cette définition, mais ça peut devenir beaucoup plus compliqué.
Typiquement, ici, on voit un autre exemple d'ontologie avec différents sujets et des relations entre ces différents sujets, avec notamment la pizza, les ingrédients qu'on met sur la pizza, les types de pizza, les définitions des types des pizzas et les relations. Donc certaines ont des ingrédients qui sont spécifiques ou pas, et c'est une ontologie. Alors, du coup, dans IRDS, on va travailler avec des ontologies et des métadonnées relationnelles, pour le dire simplement. Ici, vous avez une vue, une capture d'écran qui est issue de Protégé. Protégé, c'est un logiciel open source et librement téléchargeable qui vous permet du coup de lire, d'accéder, d'éditer, de produire des ontologies. Et ici, on voit qu'on n'a qu'un aperçu avec un certain nombre de nœuds. Ça commence déjà à être difficilement lisible et complexe. Et on voit les relations qui se font entre différents nœuds, sachant que ce que vous voyez ici à droite, ce n'est pas juste le cœur de IRDS, c'est une fusion du cœur de IRDS ainsi que des domaines spécifiques. Puisqu'il y a des domaines spécifiques tels que la machinerie ou le software ou même le learning, qui sont des domaines qui peuvent être intégrés après dans IRDS, dans IRDS et dans un RDF. Et lorsqu'une entreprise, d'ailleurs, veut, à un moment, étendre un vocabulaire, un schéma de métadonnées, ils peuvent créer leur propre schéma et l'intégrer dans une ontologie IRDS. À l'instar d'une spécialisation, par exemple, en DITA, on va faire des spécialisations, ben là, on va aussi créer des spécialisations qui vont se greffer après dans un ensemble de classes que l'on voit ici. Donc, dans IRDS, dans une ontologie, ben, on définit de la métadonnée. Et IRDS propose des classes qui représentent des concepts fondamentaux de la communication technique, tels que le type de sujet, le type de document, l'objet de l'information. Ça va beaucoup plus loin. Et chaque classe possède un identifiant global et on peut analyser, du coup, naviguer dans une ontologie IRDS en utilisant protéger. On peut déplier du coup des classes pour voir à un moment comment elles sont construites. Et ce que font ces classes, c'est que dans un schéma, eh bien, elles définissent des propriétés de données qui sont possibles et des relations. Par exemple, là, ici, ben là, vous voyez protégé, vous avez une vue, vous pouvez avoir une vue du coup en graphe, avec ici à gauche les différentes classes qui sont structurées. Si je continue, les classes, on les utilise pour regrouper des objets de métadonnées. Par exemple, les phases du cycle de vie d'un produit. Pour regrouper aussi d'autres classes, construire une arborescence de classes. C'est ce qu'on voit ici. On a information type et on a dedans directory note type, document type, information subject, qui sont des enfants de information type. Typiquement, les métadonnées administratives, je vous les présenterai. Les métadonnées administratives, c'est une façon de produire de l'information à base de métadonnées sur le document, l'auteur, la date, le format, des choses qui sont relatives aussi à l'environnement de production. Alors là, ça va être la partie un petit peu peut-être plus, je vais élaborer un petit peu plus après le détail de chaque classe, mais déjà, on voit, je vous ai fait un certain nombre de screenshots avec les propriétés de données. Là, on peut voir déjà un certain nombre d'informations, les dates de création, d'effet, d'expéry, le statut, la description, la durée, le format. Ça, c'est une première partie de la métadonnée. Ensuite, on a les propriétés d'objets. Alors là, du coup, c'est un petit peu plus complexe, c'est dans la construction, du coup. Est-ce que quelque chose, un composant, a un abstract? Est-ce que ça contient la valeur une valeur de statut pour le cycle de vie? Il y a aussi des éléments tels que as first child, ça c'est pour des structurations hiérarchiques. Alors là, ils sont mis tous ensemble parce qu'ils sont classés par propriété d'objet, mais vous allez voir après, du coup, il y a des classes principales qui permettent de les structurer et les hiérarchiser. Et du coup, moi, dans le cadre du coup, de cette présentation, j'en ai profité justement pour mettre ça un peu à plat parce que c'est pas forcément hyper évident. Mais juste, c'est pas pour vous faire peur, mais lorsque vous regardez le diagramme des classes IRDS, là, on voit la première partie. Le gag, c'est qu'il y a une seconde partie qui est là. Et c'est effectivement très riche. C'est très riche. On peut se noyer, avoir le sentiment qu'on peut se noyer là-dedans. Mais vous allez voir, finalement, petit à petit, les choses elles prennent du sens en pratiquant et aussi en comprenant à quoi ça sert. Le fait est qu'on a du coup pas juste des métadonnées clés valeurs, c'est qu'on a ces relations-là qui viennent produire de la complexité et ces relations-là diffèrent. Entre identity domain et class identity, on a as identity domain. Et là, par contre, on a relate to party. Donc, on a du coup ces relations qui effectivement vont différer. Alors, première information dans les métadonnées, les unités d'information, les information units, qui décrivent du coup une taxonomie avec 4 sous-classes. Le package, un paquet, le document, le topic, le fragment. Et vous voyez déjà, finalement, il y a un parallèle, outre le fragment et le package, qui pourrait être finalement assez proche de DITA.
Et vous verrez d'ailleurs que même dans les définitions au niveau des types de topics, on va avoir des définitions qui sont très proches par rapport à DITA. Typiquement, une tâche, une procédure, c'est ce qu'on verra. Alors, je vais pas forcément absolument détailler tout concernant ces classes, je vais les passer en revue rapidement pour vous montrer la richesse, et puis de telle sorte aussi que ce support actuellement puisse servir peut-être au moyen terme ou au long terme pour y revenir en se disant, attends, alors il y avait les données, les métadonnées d'administration. Alors c'est le cas, typiquement. Administrative Data, c'est une classe, et vous voyez, il y a des sous-classes. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça regroupe toutes les métadonnées nécessaires à l'administration, à la gestion du contenu. C'est un peu comme dans un CCMS, la date de dernière modification, ou un moment, une information qui reste que dans le CCMS, qui n'a pas de sens à être rendue public dans un contexte de livrable. C'est vraiment plus lié finalement à l'outil de création, de génération de contenu. Nom de l'auteur, fournisseur d'informations. Dans l'administrative metadata, on a l'identité. Alors, c'est un petit peu délicat, c'est du coup au-delà des identifiants uniques dans IRDS, on doit pouvoir retrouver l'identifiant d'un objet, que ce soit un topic, un composant, un produit, tel qu'il existe dans le système source. Si c'est un système de rédaction, gestion des informations produits, à ce moment-là, on utilise la classe identity qui permet du coup de stocker un identifiant d'origine. C'est hyper important. Lorsqu'on regarde, alors c'est du code, c'est dans RDF, c'est du code. Là, on voit un petit extrait ici qui est donné sur Identity. On a du coup un composant ici, et on va voir ici un nœud qui sera as Identity, et le nœud identité avec ici l'identifiant qui sera donné. Après, je vous rassure, beaucoup de solutions logicielles, telles que des CCMS, implémentent IRDS pour vous éviter d'avoir notamment à gérer du code comme ça en dur. Dans les métadonnées administratives, il y a aussi le Information Unit Lifecycle Status, qui, lui, en gros, stocke le statut d'une unité d'information. Ce n'est pas forcément, attention, il faut le distinguer du Product Lifecycle Phase, qui est relatif au produit. Là, c'est vraiment lié à ce qui se passe dans le CCMS, par exemple, dans l'environnement, pour dire où est-ce qu'on en est du développement de ce document. Est-ce qu'on est en phase de review? Est-ce que ça a été approuvé? Est-ce que ça a été supprimé? Vous voyez, c'est vraiment plus lié, en gros, au système de gestion du contenu. Le parti, c'est en gros quelque chose qu'on assigne du coup à une information, une unité d'information, une information unit, et on peut l'assigner à d'autres classes comme le Content Lifecycle Status, le Component, mais ça sert à exprimer la relation avec un acteur associé avec un rôle spécifique. Donc là, on voit dans ce diagramme notamment, du coup, on a un parti, il y a une relation qui est faite parce que la classe la plus élevée, c'est Administrative Metadata, et il y a un rôle lié à ce parti, c'est-à-dire est-ce que c'est un auteur, un contributeur, est-ce que du coup c'est un industriel ou un inspecteur ou un fournisseur. Vous voyez, on peut du coup travailler sur ces sous-classes et ces instances justement pour donner des informations plus fines. Et typiquement, ce que j'expliquais avant, où un produit est composé d'une multitude de petits composants de plusieurs industriels, eh bien, c'est une façon aussi d'avoir du coup une information bien tracée. Autre classe importante en IRDS, c'est le directory node. Le directory node, c'est les entrées dans un répertoire, c'est une forme de structuration du contenu, typiquement une table des contenus, une TOC. C'est un exemple typique de répertoire. C'est une collection ordonnée d'unités d'information. Et donc là, on voit qu'on a un directory node et on a ici une première structure de directory, as for child, directory node, et en gros, on définit une hiérarchie comme on le ferait en XML en DITA avec des topic ref, avec des nested maps, par exemple. On va créer une structure dans le XML que l'on voit ici. Et on aura des nœuds spécifiques qui ont eux-mêmes une certaine portée sémantique. Là, j'ai mentionné has first child, mais ça pourrait être aussi has next sibling, pour du coup des nœuds qui sont au même niveau. Functional metadata, alors effectivement, IRDS contient une vaste liste d'instances pour des sous-classes. Et les métadonnées fonctionnelles, qui sont enregistrées sous Functional Metadata, et les sous-classes fournissent des instances génériques. Alors, c'est vraiment une classe qui est importante, mais le fait est que chaque entreprise a son propre vocabulaire. Et du coup, on n'a pas énormément de sous-classes comme on peut le voir. C'est parce que finalement, chaque entreprise va créer son propre vocabulaire, et ça, c'est une base à partir de laquelle on va pouvoir du coup étendre et continuer le développement de cette classe avec quelque chose qui est spécifique à l'entreprise. Là, les exemples qui sont donnés, c'est par exemple une action, un événement. Un événement, ça peut être lié à une erreur. Il y a une erreur, un moment, un code d'erreur qui s'affiche sur la machine à café. Eh bien, il faut remplacer une pièce. Le technicien va arriver et à partir de ce code d'erreur, il va pouvoir du coup ensuite, grâce aux relations qui sont établies, accéder à la bonne information qui a été taguée et reliée à l'événement.
Et donc, on a effectivement, grâce à la métadonnée fonctionnelle, functional metadata, la possibilité d'adapter un profil d'utilisateur, mais aussi de lister, par exemple, des pièces, des consommables. C'est l'idée. Dans cette sous-classe, donc la première, le niveau le plus élevé, c'est Documentation Metadata. Après, Functional Metadata. Dessous, on a après des actions. Alors, la classe action, elle est assez explicite, hein. C'est des actions d'utilisateurs typiques ou récurrentes. Du coup, c'est par exemple, pour un exemple, ça pourrait être le remplissage, la vidange, le soudage, des actions qui sont requises dans différentes phases du cycle de vie du produit, par exemple, aussi bien lors du montage que de la maintenance. Donc, IRDS fournit cette classe action pour représenter, du coup, au niveau de l'utilisateur, qu'est-ce qui doit être fait ou qu'est-ce qui peut être fait, et elles sont généralement spécifiques aussi à un secteur d'activité. Les événements, bah, c'est ce que je vous ai expliqué à l'instant, hein, c'est le fait que du coup, l'événement, c'est ce qui permet notamment de tracer un code d'erreur, une alerte de capteur, d'identifier la documentation exacte correspondant à un événement précis. Le planning time, bah, du coup, c'est la durée nécessaire à une tâche, le temps de travail, de préparation, et avec du coup des sous-classes qui sont du coup l'intervalle de maintenance, le temps de travail, la mise en place, le temps pour la mise en place. Vous voyez, finalement, on est sur des choses qui sont quand même très spécifiques, très définies. Ici, la qualification, toujours dans Functional Metadata. La qualification qui décrit les qualifications professionnelles. En substance, est-ce qu'il y a des certificats, des formations, des rôles spécifiques pour un secteur? Si je dois faire une maintenance sur une machine, est-ce que j'ai les certifications et les qualifications appropriées pour faire cette opération? Et donc, à ce moment-là, il y a aussi des sous-classes telles que le rôle ou le niveau de compétence, le skill level. Toujours dans Functional Metadata, vous voyez qu'elle est quand même très riche. On a du coup les supplies. Les supplies avec du coup des informations sur les outils, les pièces détachées, des consommables. Il y a une sous-classe qui est aussi les lubrifiants, des fournitures d'exploitation et des équipements de protection. Si je continue cet inventaire, dans la documentation metadata, maintenant on a product metadata. Bah, c'est plutôt relativement parlant, hein, et explicite. Typiquement, component, c'est le composant. Dans un composant, on a deux autres composants. On peut construire un arbre. Dans chaque topic, il y a une unité d'information qui peut inclure le composant. Pour product variant, bah, on a machine 1, 2, 3. Voilà, où on a un acronyme qui est basé sur le nom du produit. Pour les phases du cycle de vie, ben là on y est. C'est à la différence de ce que j'ai montré tout à l'heure, qui était une classe spécifique pour le CCMS dans les métadonnées administratives. Ben là on est plutôt vraiment dans le domaine du coup de la machinerie, TechDoc, hein, bah, du coup le transport, l'installation, le commissioning, l'utilisation, la maintenance, troubleshooting, décommission, c'est des choses assez caractéristiques. OK. Une autre classe qui est importante et intéressante, c'est le information type. Alors, ça décrit la nature de l'information. Les classes principales, du coup, sont information subject, un topic type, un type de topic, et un document type. Et les applications, telles que les plateformes de diffusion de contenu, hein, peuvent utiliser du coup ces types d'informations pour sélectionner un contenu approprié en réponse à des questions spécifiques. Par exemple, si je demande comment est-ce que je peux faire. Donc à ce moment-là, l'application elle va chercher des informations qui sont liées à une tâche. Donc à ce moment-là, on sera sur un sujet de type task. Si un utilisateur demande qu'est-ce que c'est cette information, bah, je vais être plutôt dans une information de fond. C'est le sujet de type concept. Si c'est la description, un utilisateur décrit un problème, à ce moment-là, dans notre application, on doit chercher des sujets de type troubleshooting, dépannage. Voyez? Donc ça, c'est dans les information types, on a ces différents types d'informations. Si on voit du coup cette sous-classe, on voit du coup l'information type, la classe la plus élevée, le sujet de l'information, le topic type avec différentes sous-classes qui sont fournies, task, référence, concept, learning aussi, troubleshooting, aussi en data existe. D'ailleurs, l'exemple que je vous montrerai s'appuiera sur troubleshooting. Directory node type, c'est pour la définition d'une structure. Et document type, bah, du coup, ça peut être sur le type de document que l'on veut utiliser. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit ici. Ça vise à standardiser la classification des documents. Et notamment, on peut ajouter aussi d'autres types. Alors là, vous voyez, ce ne sont plus des cercles jaunes, ce sont des losanges violets, parce que ce ne sont plus des classes, ce sont des instances, c'est le niveau le plus bas. Et ce qui se passe, c'est qu'on peut ajouter, à sa guise, de nouvelles instances complémentaires.
Et là, l'idée, c'est de pouvoir aussi s'aligner sur d'autres normes. Donc, notamment en Allemagne, il y a le VDI, VDI 2770, avec du coup le Bill of Material. Alors, c'est riche, hein, il y a beaucoup, beaucoup d'informations et de classes. Euh, je le répète, hein, je ne veux pas absolument donner un détail absolument exhaustif, mais ça peut servir peut-être pour plus tard en disant, ah, mais il y avait différents domaines, il y avait différentes classes, comment elles étaient structurées, ça peut nous aider, d'autant plus que ce que j'ai fait, c'est que chaque fois, je me suis basé sur l'ordre d'en protéger, ce qui veut dire que vous pouvez télécharger gratuitement, librement protégé. Vous pouvez ensuite ouvrir le schéma IRDS, qui est aussi open source, librement téléchargeable, et après suivre l'ordre. Donc là, du coup, dans support, on a cet ordre qui est respecté. Alors, Information Subject, c'est une des classes les plus complètes qui décrit ce sur quoi le contenu porte. Donc, ça contient des données techniques pour un composant, pour une machine, et ça aide à plein de choses. Ça aide à filtrer des informations dans les recherches, trouver rapidement les types de contenus spécifiques, par exemple une déclaration de conformité, construire des facettes de recherche aussi, typiquement dans le cadre d'un portail de publication, de voilà, un Content Delivery portal hors plateforme. Ça permet aussi de supporter la recherche sémantique. Alors, si on regarde ici, on voit quand même que c'est beaucoup plus riche au niveau du diagramme, hein. On voit qu'on a quand même pas mal de branches, de sous-branches, avec du coup le Information Subject central, on a la conformité, on a des collections, on a les overviews techniques, des données techniques, avec des autres classes telles que la sécurité, les processus, la fonctionnalité. C'est quand même super intéressant. Ça nous offre effectivement une vraie richesse pour taguer et pour pouvoir être vraiment aller dans le détail sur les déclarations des métadonnées. Je reviens sur topic type. Du coup, topic type, task, concept, référence, troubleshooting, learning, form. Il y avait form que je n'avais pas montré tout à l'heure. Bon, bah voilà, hein, c'est plutôt évident. C'est une unité de contenu autonome, similaire à Data, qui répond à un besoin précis. Et donc là, ici, chaque type est une sous-classe de topic type. Et on est ici dans la première classe au-dessus, information type. Alors, la petite particularité, c'est que dans le cas notamment des information unit, nous avons le paquet. Alors, le package, lorsque vous travaillez avec RDS, vous avez plusieurs options et je vais vous le montrer avec Dita. Notamment, vous générez un paquet. Un paquet, c'est une forme d'archive, même si l'extension, ce n'est pas zip, ce sera .irds. Et si vous utilisez un utilitaire de compression, vous le renommez en .zip, vous le désarchivez, vous avez à ce moment-là le contenu dedans. Ça, c'est un paquet. Sachant que dans un paquet, eh bien, on peut avoir plusieurs documents. Donc, du coup, c'est l'autre unité d'information. On peut avoir plusieurs fichiers, plusieurs PDF, par exemple. Du coup, le paquet peut gérer, du coup, plusieurs documents. Et après, là où c'est intéressant, c'est que, bon, bah, on a parlé du paquet, qui est vraiment l'unité la plus haute, la plus générale, le document. Il y a les topics, certes, mais il y a aussi les fragments. Alors, fragment, c'est comme une partie d'un topic. Ça peut être par exemple une image dans un topic de type task. On peut intégrer plusieurs fragments dans un topic. Ça peut être des sections, des tableaux, des listes, des paragraphes, ou, et c'est là où c'est intéressant et important dans le cas de IRDS, des messages d'alerte, des alertes, des avertissements, des messages de sécurité qui sont des bons exemples de fragments. Et typiquement, dans le cas de Dita, on pourrait faire une analogie si on fait du conkeyref ou du conref sur des éléments spécifiques pour les admonitions qui sont réutilisés à travers un document. On pourrait considérer les éléments suffisamment, comment dire, réduits, modulaires, mais facilement réutilisables. On pourrait, pourquoi pas, considérer aussi en Dita ces informations comme des fragments. Alors, il y a une chose qui est importante, c'est que lorsque vous voyez la classe rendition, eh bien, il faut comprendre que lorsque vous allez voir dans un fichier RDF généré par IRDS, c'est que vous avez la métadonnée qui est définie avec la structure, mais après, il faut aussi pointer vers le contenu même, puisque vous avez finalement une première couche, un premier bloc qui est de la métadonnée avec des articulations entre les différents blocs, entre les différentes unités d'information, mais après, il faut bien aussi pointer vers le contenu même. Et ça, on le fait une fois. On le fait une fois, on le fait avec le rendition. Donc, ça peut être pour du RDS, du PDF, du HTML, XHTML, du XML, de la vidéo. Et ce qu'on fait, c'est qu'il y a vraiment une séparation. Je parle de découplage de la métadonnée sémantique et on découple ça du format à consommer. Et donc pour ça, on va utiliser rendition. Si on regarde un petit peu plus en détail ici dans cet extrait de code, je vous ai mis en évidence le IRDS has rendition. On a ici un rendition et on pointe du coup vers notre ressource qui est un HTML. Et donc ça, c'est bien distinct, c'est dans le même fichier de métadonnées. Néanmoins, lorsqu'on définit du coup les pointages vers les informations, vous voyez qu'au-dessus, j'ai mon topic qui a été déclaré avec du titre,
avec des dates de création, des métadonnées assez caractéristiques, la révision, la version 2, avec des identifiants que vous voyez ici, en gris là. Ça, bah, c'est l'identifiant qui va peut-être me permettre de pointer après un autre endroit juste pour retrouver de la métadonnée complémentaire, puisque du coup, vous allez déclarer par exemple une unité d'information de la métadonnée, mais vous allez pouvoir la réutiliser à plein d'endroits. Vous allez juste du coup la référencer par un identifiant qui se retrouve ici. Néanmoins, ce qui nous intéresse ici, c'est le as rendition, donc c'est le rendu. Et quel est le document qu'on va rendre. Voilà, donc j'ai fini un petit peu sur cet aperçu des classes IRDS. J'ai conscience que ça peut être assez riche et un petit peu massif. Là, je voudrais du coup un petit peu plus aborder la question du coup de IRDS Edita avec des analogies. Bah, vous avez déjà saisi, hein, il y a des analogies évidentes. Concept, task, référence, troubleshooting. Bah, dans IRDS, concept, task, référence, troubleshooting, c'est similaire, si ce n'est qu'il y a le namespace au début qui diffère et puis le formatage au niveau de la casse. Il y a des points communs, hein, promouvoir la granularité, décomposer le contenu en petites unités plutôt que de traiter de documents comme des ensembles monolithiques. Il y a une dimension sémantique aussi, où en l'occurrence, DITA inclut par défaut l'intelligence des éléments et des attributs. IRDS met cela et peut mettre cela à contribution dans des systèmes qui sont dédiés, notamment pour le delivery, et pour appliquer du coup cette même intelligence au contenu dans d'autres systèmes et sans transformation radicale du contenu. C'est ce qu'on va voir notamment avec le plugin d'ITAOT, où on va du coup travailler sur de la métadonnée dans une source, et après on va faire une transformation vers du IRDS où il y aura des mappings automatiques de données qui seront faits. Là où on voit aussi quelque chose qui est important, bah, c'est que les deux sont open source, les deux sont du coup neutres en quelque sorte en termes de solutions payantes. Alors certes, il y a des CCMS, il y a des systèmes qui ont leur propre implémentation, mais fondamentalement, rien n'empêche quelqu'un d'ouvrir dans un éditeur de texte, éditeur de code, et de regarder comment c'est fait. Donc, il y a vraiment des points de contact similaires, et notamment aussi la possibilité de faire de l'extension, de la spécialisation. Les deux ont ces points communs. Alors, lorsqu'on pense à IRDS et DITA, effectivement, je vais distinguer ce qui relève finalement de l'édition et ensuite de ce qui relève du delivery et de ce qui relève de l'assimilation du contenu. Comment c'est traité, comment c'est rendu ensuite accessible, et puis aussi quels peuvent être les différents cas d'usage. Là, à ce moment-là, je mettrai ma casquette Content Delivery. Je pourrais en parler un petit peu plus en détail, mais dans l'édition de contenu, du coup, on va pas trop se concentrer généralement sur le package, parce que le package, c'est par défaut dans la génération. Au même titre que des fois, on travaille dans un CCMS, on a des métadonnées administratives qui sont mises par défaut. Elles sont pas forcément ultra intéressantes d'un point de vue utilisateur final ou même dans un contexte de delivery. Mais elles sont utiles lorsqu'on est dans le management de notre contenu. Donc là, le package, je ne le considère pas. Je considère que les documents, topics et fragments sont importants. Et qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va faire de l'assignation de métadonnées. Et on va essayer de définir si, du coup, c'est la métadonnée qui est spécifique à un produit ou qui doit être finalement issue d'un domaine plutôt générique. Voilà. Donc, il y a différentes, j'ai dit qu'il y avait différentes solutions logicielles existantes. Pour l'instant, c'est beaucoup, comment dire, promu et favorisé au sein du marché allemand, avec notamment DocuGlobe qui a une implémentation IRDS. Ah, oh, je vois que mon screenshot est très flou. Mais il y a aussi Team, il y a Schema, enfin, il y a plusieurs éditeurs, Impolis, qui gèrent du coup du RDS, et avec du coup une gestion générale et d'application du domaine. Côté DITA, du coup, bah, on pourrait très bien travailler aussi juste avec Oxygène, hein. Oxygène, en l'occurrence, il y a un plugin DITA-OT qui a été développé par le consortium et qui est librement accessible. Je vous ai mis le lien ici, où ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur de l'ajout de métadonnées au niveau des topics, et on va utiliser RDS ensuite dans la génération. On va mapper du coup ces métadonnées dans le contenu. Alors, je vous montre cet exemple ici. On a un topic de troubleshooting, de diagnostic. Donc, on voit qu'on a le titre avec du coup un code d'erreur relatif à un système défaillant pour le liquide de refroidissement qui fuit. Et dessous, on voit qu'on a un prologue. Donc, la short description, la description nous indique ici, ça, dans ce topic d'ITA, une information sur ce qui se passe, mais on a dans le prologue ici de la métadonnée, avec notamment ici, on s'appuie sur audience, où on utilise du coup audience, name et type pour des informations relatives au système, mais on va mettre aussi le product name, on va aussi utiliser le message num
pour, du coup, une erreur de code. Si on prend, du coup, le détail du code, ici, du topic dita, on voit bien, du coup, le prologue qui sert à définir nos informations, le nom du produit, notamment, le message num ici qui est mis dans la condition. Et lorsque c'est généré, là, c'est du web help que j'ai généré, il me semble. On voit, du coup, bah, on va avoir les topics relatifs avec, du coup, une description de qu'est-ce qui peut être utilisé. Ce qui est important, c'est de voir qu'on s'appuie ici sur le prologue. J'ai ajouté une petite information supplémentaire ici. On peut également utiliser le data, l'élément data, avec du coup des attributs spécifiques pour compléter, mettre de l'information qui pourra être traitée dans le cadre de IRDS. Donc, dans le cas du RDS, on va avoir par exemple l'unité d'information, l'information unit. Est-ce que c'est un topic? Est-ce que c'est un fragment? On va avoir la IRDS product metadata. Donc, est-ce que c'est des components? Est-ce que ça relève du cycle de vie? Est-ce que c'est relatif à des features du product? On pourrait mettre des informations sur la qualification, c'est-à-dire que dans le cas de ce topic de troubleshooting, est-ce que c'est pour tout le monde ou est-ce que c'est juste pour un technicien qualifié? Il y aurait aussi, pourquoi pas, l'event, le IRDS de point event en classe qui pourrait servir pour les conditions de l'erreur dans un produit. Et donc là, par exemple, on se fait une petite simulation. Je suis technicien, je dois réparer la machine, j'ai le code erreur, j'ai le nom de la machine, et on voit du coup, bah, là, dans ma définition, j'ai mon topic de troubleshooting, et là, ce qui est des tâches, hein, qui sont les liens relatifs à des tâches, des procédures et d'autres topics. Le code erreur produit ici, le nom de la machine, et puis une relation qui est faite aux solutions. Si on prend ici, dans les équivalences, bah, on pourrait prendre prod name, product variant, avec la cause et le message num. Alors là, du coup, on pourrait du coup retrouver la classe as event code. L'audience, qualification rôle. Vous voyez, je suis en train d'établir des correspondances. Et puis dans other meta ou data, on pourrait mettre du coup le temps de travail requis, on pourrait mettre des informations complémentaires. Pour la sortie, eh bien, la sortie qui sera faite, hein, si c'est du HTML5, du web help, du PDF, ce serait du rendition, typiquement le nœud. Le titre, bah, c'est relativement pas similaire, et le format de sortie, bah, ce serait rendition et format. Si je continue du coup dans ce cadre-là, bah, en fait, qu'est-ce qu'on voit? Bah, il faut se poser la question de la métadonnée qui nous importe, c'est ça qui est important. C'est-à-dire bah, l'audience qui, en fait, doit lire ce contenu. Quels sont les domaines? Là, c'est le domaine notamment de la machinerie, mais ça pourrait être pour du logiciel avec une erreur à un moment dans un programme. L'auteur du contenu, ou par exemple un technicien de service, il va faire une mise à jour, il va avoir un système où il peut envoyer un feedback et du coup, ça va faire une révision. Donc là, du coup, on va pouvoir réfléchir aux différentes métadonnées et comment, en fait, on va les implémenter. Et donc, on a ce topic très simple qui a été conçu avec ces métadonnées, et maintenant, bah, il faut générer ça en IRDS. Alors, le plugin s'installe, comme tout plugin, dans le répertoire plugin d'ITAOT. Et là, vous avez du coup, une fois que vous appelez votre plugin, bah, vous allez vous appuyer sur un transtype IRDS, qui est IRDS Package Generation, ici, qui va vous créer du coup une publication IRDS. Et qu'est-ce que ça va faire fondamentalement? Ça va vous créer ce fameux point IRDS avec du coup le contenu dans ce répertoire content, un autre répertoire qui s'appellera meta-inf, où dedans il y aura metadata.rdf. Et ça, c'est toujours comme ça que c'est défini. Le MIME type ne nous importe pas dans le cas présent. Et si du coup on réfléchit en termes de publication, bah, du coup le plugin opère comme un générateur IRDS. Il fait les sorties XHTML ou PDF selon ce que vous avez défini dans vos paramétrages. Vous associez du coup les métadonnées vers IRDS. Vous avez le RDF qui est généré. Vous avez ce package. On regarde ici, là j'ai des IP, j'ai ce point IRDS, des IP, on retrouve ici l'information. Vous voyez, initialement j'avais un point IRDS, je l'ai juste renommé en point zip. Et là du coup j'arrive à l'information. Et alors, roulement de tambour, à quoi ça ressemble? Bah, ça ressemble à ça. Mon topic est très simple, hein, au préalable. Je n'ai pas mis forcément beaucoup d'informations, comme on peut le voir, mais du coup, j'ai du coup des identifiants qui sont donnés. Là, j'ai un type de topic generic concept qui a été tout ça, ça a été fait automatiquement. J'ai l'objet d'information qui est fourni, j'ai les droits, j'ai le format, j'ai la source, et je peux l'enrichir après. Bien sûr, je peux l'enrichir, j'ai généré mon HTML, et puis j'ai de la métadonnée qui va pouvoir être mise en plus de ce qui est défini dans Dita, dans ma source, dans Oxygène, par exemple. Je vais pouvoir mettre des informations supplémentaires.
Ce qui est important, c'est ici, on voit, c'est une partie du paquet avec un identifiant. Vous voyez, ces identifiants, ils ne sont pas très user-friendly, comme on pourrait dire. Ils ne sont pas forcément très, très agréables à lire. Néanmoins, bah, c'est ça qui permet de créer les relations entre les différents blocs d'informations. Alors, si on ne dispose pas d'Oxygène, ou si on ne veut pas forcément gérer de la métadonnée depuis Oxygène, vous avez votre CCMS, vous avez généré votre source en HTML par exemple, et vous ne voulez pas faire ça depuis Oxygène. À ce moment-là, vous pouvez vous appuyer également sur le toolkit fourni par le consortium TECOM, et ce toolkit vous permet du coup, de façon relativement facilitée, comme vous pouvez le voir, de charger un document. D'ailleurs, il identifie généralement, il vous fait une prévisualisation, comme vous pouvez le voir ici. Il identifie si c'est un document ou si c'est une autre ressource plus granulaire, comme un topic ou un PDF. Et à ce moment-là, vous pouvez renseigner du coup un certain nombre de paramètres, d'informations, de métadonnées. Attention, c'est limité. C'est limité, ça va pour faire un prototypage ou pour commencer à avoir une base à partir de laquelle vous pourrez travailler, mais vous n'aurez pas absolument toute l'exhaustivité des classes que je vous ai présentées avant. Donc ça vous permet quand même après de pouvoir faire une application de métadonnées dès lors qu'on est dans le document type, le product variant, information subject, lifecycle, des actions. Vous pouvez quand même mettre de l'information, hein. Vous pouvez véritablement faire ça. Et c'est ultra simple et facile. C'est en accès libre de nouveau. Et vous voyez, ça vous génère votre objet. Ça vous permet, là typiquement, j'avais mis un PDF, j'ai mon RDF, je peux l'ouvrir et c'est propre. Voilà, donc là j'ai ma ressource. Je vois ici que je l'avais défini un sujet, technical report, generic technical data. Je pense que si on creuse un peu, on va trouver du coup des ID ici, des identifiants, des URN qui sont uniques. Le rendition, typiquement. Et lorsque à un moment vous êtes dans un éditeur de code, ben, vous pouvez du coup travailler sur ces identifiants, vous pouvez voir comment les choses communiquent les unes avec les autres, comment on crée du lien entre les différentes informations. Si vous avez un package que vous avez généré, que vous voulez enrichir, et vous voulez vérifier qu'il est valide, vous avez également cet outil qui est le validateur IRDS, dont je vous ai fourni le lien. Vous uploadez votre package dans ce validateur et il vous donne du coup un feedback, un retour, notamment si, vous voyez, il y a 69 règles de validation qui sont implémentées pour vérifier que le package est bien conforme. Donc, du coup, maintenant, on a produit notre package IRDS. Et ce qui se passe, c'est que la façon dont le consortium IRDS ils imaginent la chose, bah, maintenant, bah, il faut consommer ce paquet. Donc là, on rentre dans des problématiques qui sont, euh, avec lesquelles je suis assez familier et sans doute parmi vous, vous l'êtes aussi. J'ai aucun doute là-dessus. C'est comment est-ce qu'on va gérer ça? À quelle fin aussi et pour qui? Donc, typiquement, dans le contexte de CDP, de Content Delivery Platform, moi, je connais bien ces problématiques. On a la possibilité de définir des audiences, de faire de servir du contenu de façon très, comment dire, sélective, soit par l'implémentation d'Access Rights, soit par l'implémentation de métadonnées qu'on aura retrouvées depuis IRDS. C'est-à-dire que lorsque moi, je crée un connecteur IRDS, fondamentalement, je n'ai pas directement la possibilité de représenter les relations comme telles, comme elles le sont, mais ce que je vais faire, c'est que je vais les considérer comme des métadonnées à partir desquelles après je pourrais construire du coup des visualisations qui diront le composant A est relié au domaine, par exemple à la machine à café, mais la machine à café elle a un autre composant B qui utilise en sous-composant le composant A. Donc on crée des relations, on crée des triangulaires comme ça. Donc il faut consommer ce IRDS, il faut rendre l'information accessible et il faut faire aussi du coup des traitements de requêtes qui souvent ça implique de l'intégration avec du JavaScript, avec des librairies de data visualisation spécifiques pour rendre ça visible. Et puis il y a aussi des solutions logicielles qui travaillent avec ça. Voilà, donc du coup, j'espère que je ne suis pas allé trop vite et j'espère que je ne vous ai pas complètement assommé. Il y a un petit récapitulatif en 2 slides. Donc fondamentalement, IRDS, c'est de la métadonnée. Ça combine des métadonnées sous forme de vocabulaire et ça permet de générer des paquets qui sont conçus comme des archives. IRDS, ça implémente des descriptions en documentation technique, c'est standardisé et du coup, le but, c'est de fournir cette information. Pour nous, c'est pas très lisible, mais pour les logiciels qui traitent cela, c'est analysable, interprétable et ça permet du coup de produire une information beaucoup plus granulaire et servie aussi de façon plus personnalisée. On ne va pas produire un seul document, on va combiner différentes unités d'information entre elles selon un contexte qui est fourni. En ce moment, on parle beaucoup des knowledge graphs, qui sont du coup une façon de travailler de façon plus intelligente en justement en travaillant à partir d'ontologies.
des ontologies qui définissent des champs thématiques et qui définissent des relations entre différents concepts ou informations. Dans le cas d'un paquet IRDS, nous avons du coup des fichiers RDF, typiquement ce qu'on a vu juste avant. Ceci, c'est un metadata.rdf, c'est du RDF, c'est open source, c'est éditable, adaptable. On peut aussi s'appuyer sur protéger pour faire de l'édition et trouver des classes et des instances plus appropriées à notre domaine. Et puis l'idée de IRDS, c'est de faciliter la recherche et la livraison. Alors, c'est chouette, néanmoins, effectivement, il y a des atouts et il y a aussi quand même des difficultés. Les atouts, je les ai présentés, hein, c'est standardisé, c'est open source, ça vise aussi un niveau extrêmement fin jusqu'au niveau du composant et ça accroît la capacité de recherche. Par contre, ce n'est pas extrêmement évident d'approche. Ça peut requérir aussi, selon l'entreprise ou selon le contexte d'usage, des spécialisations et les outils impliqués. Eh ben, il y a du travail derrière sur du coup, la mise en place d'une chaîne d'outillage appropriée. C'est encore confidentiel. Bon, c'est le marché allemand au départ, ça se répand de plus en plus. Au niveau du marché américain, ça y est, ça se met en place aussi. Et je pense que ça va aller en s'accroissant. C'est quand même 2016 le début du IRDS, on est en 2025. Je me souviens des débuts de IRDS à TC World. C'était deux conférences, trois conférences, ça paraissait très confidentiel. Là, maintenant, ça devient beaucoup plus euh, présent. Et juste pour conclure, bah voilà, des petites ressources utiles avec les liens que j'ai présentés, notamment, outre le toolkit, le validator et la spécification qui donne le détail, vous avez accès aux différents schémas. Alors là, je vous ai pointé sur le schéma core, qui est le cœur, mais après, vous avez aussi le schéma pour la machinerie, vous avez le schéma pour le logiciel, et vous pouvez après créer aussi vos propres schémas lorsque vous êtes familier et à l'aise avec, par exemple, Protégé ou tout autre système. Je sais que, par exemple, pour ce qui relève de travail de développement de knowledge graphs et d'extraction sémantique pour de la métadonnée, une solution comme Pool Party, bah, du coup, peut aussi travailler avec les schémas IRDS, il le propose. Et puis, bah, du coup, vous avez aussi évidemment le IRDS qui propose des samples. Je ne vous ai pas montré le sample produit par IRDS qui s'appuie sur la classification PIFAN. Moi, je vous ai montré quelque chose avec notamment le Austin Mini et puis avec un cas d'usage avec du coup un technicien qui doit résoudre une problématique de fuite de liquide de refroidissement. Mais en tout cas, vous pouvez aussi travailler avec un sample existant qui est relativement exhaustif. Et puis, si vous voulez en savoir plus, il y a beaucoup de littérature déjà, beaucoup de webinaires qui ont été faits avec des gens très compétents, notamment Ulrich Parson de chez Parson, et puis Leif Erikson qui a fait des petites présentations durant DITA Europe que certains d'entre vous ont certainement vu, qui étaient assez didactiques et chouettes. Voilà, c'est tout pour me concernant. Est-ce que vous avez des questions? J'ai des remarques déjà, parce que on le voit déjà, on le voit chez les clients. On commence à le voir chez les clients en Europe du Nord, entre autres, effectivement peut-être influence germanique. Mais pour avoir vu des choses comme bah, l'émergence d'ITA au sein de documentation technique et tout ça, on voit que ça commence à devenir présent dans tous les salons, dans toutes les conférences, tout le monde, tous les outils commencent à intégrer, que ce soit en visualisation, que ce soit en gestion. Et donc, ça veut dire que ça arrive. C'est peut-être que ça va mûrir, que ça va être là. Et de la même Oui. façon qu'on voit DITA assez systématiquement maintenant dans les documentations techniques, je suis prêt à parier que d'ici 3 4 ans, la gestion des métadonnées, notamment poussée par les Content Delivery Platforms et poussée par les Gen AI, les agents conversationnels, les robots et tout ça, on va de plus en plus avoir des demandes de métadonnées. On va de plus en plus avoir besoin de métadonnées et on va de plus en plus avoir besoin de métadonnées standardisées, des schémas de métadonnées standardisés. Bon, je crois que c'est inéluctable, on est tôt. Peut-être que ce n'est pas l'utilisation aujourd'hui ou demain, mais être prêt pour après-demain. Ouais. Ouais, complètement d'accord. Effectivement, avec toute la dynamique sur GenAI et les chatbots, la problématique relève du fait que le chatbot va faire une indexation sémantique avec la définition de bases de données vectorielles, avec des vecteurs. Et la problématique, c'est que certes, nous avons des réponses qui font sens, mais qui parfois vont manquer de contexte. Et là, du coup, il y a effectivement une brique manquante qui peut être apportée par ce type de démarche
où nous apportons du contexte et nous nous assurons que l'information, elle est valide. Typiquement, dans le cas d'une procédure de maintenance sur de la machinerie lourde où il y a des risques extrêmement importants, on ne peut pas se permettre d'avoir une réponse approximative où on fait l'impasse sur un message d'alerte qui doit être obligatoirement tout le temps fourni dans la réponse. Et ça, c'est le problématique avec les chatbots, c'est qu'ils vont produire des réponses sensées qui peuvent 48 fois sur 50 être justes, néanmoins, où on va avoir du mal à rendre obligatoire certaines informations qui doivent être absolument indispensables. Donc, oui, je suis d'accord sur le fait que tout ce qui se joue avec GenAI a du sens aussi en combinaison avec les knowledge graphs et avec la normalisation, la standardisation de métadonnées telle qu'elle est fournie ici avec IRDS. D'autres questions? C'est l'enregistrement, donc on va peut-être en rester là s'il n'y a pas d'autres questions. Donc l'enregistrement sera disponible. Je pense que ça peut être des sujets que... Ah pardon, Manu, vas-y. Oui, non, juste Gaspard, est-ce que tu prévois écrire un livre sur ce sujet? Ça peut être très bienvenu. J'ai pas compris, Andrew, excuse-moi. Est-ce que tu prévois écrire un livre dessus? Alors moi j'ai plongé dans le sujet il y a vraiment un certain nombre de mois, mais ce que je peux vous inviter, je ne l'ai pas mis dans les ressources, mais c'est hyper intéressant, c'est Michael Jantoska, qui est quand même effectivement une énorme pointure dans le milieu d'ITA, qui depuis un certain nombre de temps maintenant s'est plongé dans les knowledge graphs, et il ne parle pas spécifiquement de IRDS, mais je pense que c'est complètement relié. Je vous incite vers, il a des articles qui sont en accès libre, j'essaierai de voir si je ne vais pas mettre à jour les slides, et je le mettrai du coup cet article absolument brillant sur comment il a créé un chatbot qui du coup résout cette problématique que j'évoquais à l'instant sur l'utilisation notamment d'un knowledge graph de IRDS pour produire des réponses contextuelles et justes. Donc, moi, C'est Michael quoi? Michael Yann Tosca, Jantoska, ok. ouais, c'est l'un des fondateurs, concepteurs de Dita. Donc, ouais, super référence. Je le mettrai dans les slides. Super. Merci. Bon, je crois qu'on va pas faire un QCM par la suite pour savoir qui a retenu quoi. Mais non, donc l'enregistrement sera disponible. Je pense que voilà, c'est pas d'utilisation tout de suite, mais je pense que c'est intéressant. C'est des choses qui vont arriver, qu'il faut avoir en tête parce que ça va impacter. Et voilà, c'est important d'être au courant. Donc, il y a des ressources donc indiquées par le webinaire, et puis on va mettre le webinaire en ligne sur le site web. Après, donc, vous aurez la possibilité je pense que de contacter éventuellement Gaspard si des sujets plus spécifiques, des questions plus spécifiques ou des choses comme ça vous viennent à l'idée, ou si vous avez une instantiation à faire euh, Avec plaisir. dans les semaines ou les mois qui viennent. Avec grand plaisir. Merci Très en tout cas bien. de votre attention. Eh bien, écoutez, on va en rester là. Merci Gaspard, c'était très intéressant. Merci beaucoup. En avance. Oui, merci Gaspard. À très bien. À bientôt. Merci à tous et à très bientôt. Passez de bonnes vacances. Et donc, prochain webinaire, n'oubliez pas, 18 septembre, on va parler de stratégie de contenu un peu plus générale. Voilà. Très bien. Bonne journée à tous et bonnes vacances.